Alors, bonjour à tous, même bonsoir peut-être. Merci d'être venu et merci d'être là pour toute la journée. Je pense que c'était une journée un petit peu longue. Déjà, désolé pour mon accent. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et de temps en temps, je fais des phrases pas si correctes et aussi désolé pour ça. Alors, c'est une session clôture et comme on est dans le cadre d'une initiative un petit peu globale qui s'appelle Global Azure, que chaque année, tous les experts côté Cloud Azure, ils se réunissent pour faire une seule conférence qui est diffusée partout dans le monde. Et moi, je participe dans ces conférences-là, déjà peut-être 8e ou 9e édition, ou quelque chose comme ça. Je n'ai même pas calculé beaucoup d'années. Et même, je démarrais à l'Ukraine. Mais ça, on va parler un petit peu plus tard. J'ai une session un petit peu spéciale parce que, vu le temps compliqué qui s'est arrivé aujourd'hui et vu les situations très compliquées qui se trouvent aujourd'hui en Europe, c'était une bonne occasion de parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on peut faire nous tous en tant que communauté et quelle aide on peut apporter. Alors, c'est une session la guerre en Europe, comment utiliser Azure pour répondre aux besoins en infrastructure et code. Pour être très honnête, on ne va pas parler que infrastructure et code, on va parler qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'hébergement, d'architecture, d'applicatifs, de migration, de création d'applications sur demande dans les clouds. Et le but de cette session, de vous montrer quelques exemples, qu'est-ce qu'on a déjà réussi à faire, comment ça fonctionne, etc. Alors, peut-être il faut que je me présente un petit peu. Alors, je m'appelle Igor. Évidemment, c'est une citation qui est en France, c'est écrit Igor, mais ça se prononce Igor. Je suis Microsoft Most Valuable Professional, je suis Microsoft Solutions Director et je suis directeur technique dans une jeune entreprise qui s'appelle Vegunity. Je suis ukrainien à la base, mais j'habite déjà à peu près 7 ans en France et je suis né à Mariupol, si ça vous dit quelque chose. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça dit à tout le monde quelque chose. Et ça, c'est ma ville natale où je suis né, où je suis grandi et où j'habitais à peu près jusqu'à 16 ans ou quelque chose comme ça. Et ma famille, je suis récupéré, tout le monde à l'abri maintenant. Mais par contre, tout ce qui se passe avec la ville, c'est un peu spécial. Et dans le cadre de mon travail avec AzureFR, et AzureFR m'a bien accueilli déjà à peu près 4 ans, même plus un petit peu quand je suis arrivé en France. Je aussi représente un petit pont mais à peu près entre les deux communautés, une communauté ukrainienne et tous les experts ukrainiens au niveau des technologies cloud et des communautés françaises. Et on fait les conférences entre nous. Il y a des gens qui sont visités l'Ukraine, où j'ai organisé des visites, on a fait les conférences ensemble. Et évidemment, chaque année, on se retrouve aussi, mais pas 2 dernières années, merci confinement. Mais a priori, on a une grosse communauté ensemble, on a des grosses potes communes et on se discute, on s'échange, même on participe à peu près dans le même projet. Alors, dans ces sessions-là, je vais démarrer sur 2 choses un petit peu spéciales, avec une petite résumé de qu'est-ce qui se passe maintenant et pourquoi on est là. En fait, la raison, elle est très simple. Le 24 février, la Russie a commencé une vraie guerre. Il y a une vraie guerre, elle a invasi ma pays natal et tout ce qui s'était passé après, c'est très compliqué de trouver des mots très corrects par rapport à toutes choses horribles que l'on a vues. En fait, et même, je peux vous dire qu'au démarrage de cette guerre-là, moi, j'ai fait une passage en voiture aller-retour jusqu'à la frontière pour récupérer une partie de ma famille. Et tout ce que j'ai vu au passage, c'est horrible. J'ai pas de mots pour décrire ça mieux, c'est très compliqué. Et malheureusement, c'est pas une guerre nouvelle. Cette guerre, elle dure à peu près 8 ans, à peu près dès la première annexe des Crimée, laquelle on a pu étendue. Et évidemment, on n'a pas arrêté l'ennemi déjà 8 ans. Mais maintenant, peut-être, on va réussir d'arrêter, on va réussir d'arrêter vraiment des morts des civils, ce qui est le plus important. Et en fait, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ce que j'ai déjà vu, que la Russie continuera, qu'elle se soit arrêtée par une forte résistance. Alors, juste pour rentrer dans le sujet, pour vous donner une petite ordre d'idée, j'ai pris une des dernières statistiques, mais ce n'est pas une statistique officielle, c'est une statistique qui est faite par Kyiv School of Economics, qui donne à peu près les quantités, un chiffre, quels sont les dommages d'économie qui étaient réalisés pendant ces guerres-là. Aujourd'hui, pour vous rappeler, on est déjà à 71e jour de guerre.
C'était démarré le 24 février. C'est assez énorme, en fait. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, dans le cadre de notre discussion, c'est des dommages directs vers des entreprises. Ici, on parle à peu près de 10 milliards de dollars, qui est à peu près 9 et quelques milliards d'euros. Et ce qui est très important par rapport de tout ce qui peut donner à l'économie en marché, les petites entreprises, les grosses entreprises, les institutions médicales, etc. Après, je vais partager cette présentation, c'est disponible, je rajoute des liens partout, vous pouvez regarder. Mais ça, c'est une idée d'entrée, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté. Et vraiment, pour soutenir cette chiffre-là et vraiment pour aider, on est organisé un petit peu avec communauté pour faire plusieurs aides différentes partout, dans tous les, à peu près, dans toutes les directions lesquelles on peut imaginer. Ici, je parle, c'est juste, je vous donne une liste d'exemples sur lesquels moi je participe moi-même, avec une communauté, même avec Azure BFR, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et ce n'est pas une liste finale, en fait. D'autres gens, d'autres participants participent dans d'autres initiatives, mais à peu près de nos initiatives, on a envoyé d'argent vers une grosse fond qui récupère les dons. Et aujourd'hui, on en parle pour aujourd'hui à peu près plus que 20 millions de dollars de dons des 50 pays différents qui sont reçus cette centre. Mais c'est juste un exemple. À peu près 100 unités militaires des forces armées ukrainiennes qui ont été soutenues, évidemment, par cet argent-là. On a envoyé même depuis Paris, et ça c'est un vrai chiffre là, avec une fond, on travaille avec des scouts ukrainiens, je vais parler un petit peu plus tard, à peu près plus de 60 tonnes. 60 tonnes, c'était à fin mars. Aujourd'hui, on est en mai. On a même arrêté de calculer parce que les bus, ils partent quasi chaque jour avec tout ce qu'on peut imaginer, des équipements médicaux, des équipements militaires, des nourritures, etc. Alors, maintenant, une partie des dons est plus humanitaire. Et tout ce qui nous intéresse en tant qu'experts cloud, on a déjà réalisé plus de 10 projets de migration des entreprises cloud, des entreprises ukrainiennes dans les clouds Azure. Et ici, je parle par rapport de nos projets lesquels réalisés par communauté. Il y a une autre équipe Microsoft, et même pas que Microsoft, même équipe AWS, même équipe Google qui travaille directement avec les entreprises pour récupérer une partie de leur infrastructure et les ramener dans le cloud, pour les secourir, pour que dans le cadre d'une attaque par des missiles, pour qu'une infrastructure au minima reste viable et reste toujours pour continuer à marcher. On a fait déjà un projet de développement d'un système ERP qui est en cours. Et tout ce projet, il y a des gens qui en tant que bénévoles, développent ces projets-là pour aider à centre de collecte locaux pour faire des collectes au maximum plus rapide possible. Je vais parler un petit peu plus tard. Et on a aussi réalisé une petite chatbot qui permet de récupérer tous les besoins et surtout des demandes d'approvisionnement pour des unités militaires. Je ne vais pas dire à quelle unité militaire, mais par contre, c'est une vraie chatbot qui fonctionne, sur laquelle on peut soumettre les demandes. Et derrière, ça alimente les informations. Qu'est-ce qu'on devrait ramener à quelle unité, en fait. Alors, on a 3 projets que j'ai sélectionnés à travers de tout ce qu'on a fait pour discussion de ce soir. Le premier projet, c'était le développement d'un système ERP pour prendre des collectes de dons, qui est là avec une association locale française qui s'appelle Plast. C'est les scouts ukrainiens de France. Il y a même association. Avant cette guerre, je ne même connais pas cette association. J'étais ramené juste par hasard là-bas pour aider, pour envoyer des médicaments, parce que cette association, elle avait une point direct, une livraison directe des médicaments spéciaux qui nécessitent une ordonnance. Ici, je parle des tranquillisateurs ou des trucs assez costauds. Et où on s'est rencontrés, on a commencé à travailler avec eux. Et dans le cadre de notre travail, on a trouvé qu'il faut optimiser leur processus parce que tout se fait à la main sur un papier. Les gens, ils ramènent des médicaments et après, ils font les tri manuellement, ils écrivent sur les papiers et après, ils l'envoient dans une bus. Ce qui était compliqué. Et deuxième, on a fait une infrastructure d'une grosse entreprise qui est Mariupol, et je les connais très très bien parce que j'ai commencé ma carrière en tant que développeur .NET SharePoint là-bas, qui s'appelle Magma. C'est une grosse entreprise des machineries lourdes qui fait des conceptions et des développements des machineries. Et on a migré leur infrastructure dans le cloud. Je vais parler de ça. Et au final, s'il nous reste des temps, je vais parler un petit peu de cette chatbot là qu'on a réalisé, comment ça foutu, etc. Et même si ça vous intéresse, après, je vais donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez développer ce chatbot vous-même. Alors, développement d'un système ERP. D'abord,
C'était quoi cette association? C'est une association qui, association scout ukrainien qui organise les plusieurs collectes des médicaments, sacs de couchage et nourriture à Paris. À Paris, il y a à peu près 3 points de collecte. Après, je vais partager un petit peu, je vais partager où ils se trouvent. D'ailleurs, un de ces points de collecte, il est juste à côté d'ici, c'est à Learning Clinic Institute. Et on peut ramener là-bas, surtout si on a des médicaments et tout ce qu'il faut pour les ramener. Mais le but, c'est vraiment d'aider à cette association pour faire un petit peu des tri de tout ce qu'elle reçoit et surtout des tri automatiques. Parce que les tri, en fait, comment ça se passe le processus aujourd'hui? Il reçoit des médicaments et des nourritures et cette nourriture, après, il se trie un petit peu par des catégories, par des grosses catégories et après, il se charge dans les camions qui partent à l'Ukraine. Et en fait, les choses plus compliquées, il arrive dans une première centre, une première warehouse à l'Ukraine, où il y a d'autres gens qui fassent aussi du tri pour calculer combien ils ont reçu et quelle quantité, quelle qualité et où il faut envoyer. Et en fait, le problème que, déjà, on perd du temps ici en France pour les trier, pour vérifier est-ce qu'on a envoyé les bonnes choses, et on perd le temps à l'Ukraine avant que ça va partir chez le destinataire final pour trier qu'est-ce qu'on a reçu. Et en fait, le but c'est vraiment d'aider. Mais c'est juste, je vais vous montrer quelques chiffres de clés, combien on a envoyé des choses. C'était aussi les données de mars. Je n'ai pas de données d'aujourd'hui parce qu'on est dans plein de développement, dans plein de transformations digitales pour implémenter ce système-là. C'est pour ça que je n'ai pas de chiffres. Tous les chiffres sont approximatifs. En plus, même je parle ici aujourd'hui avec vous. En parallèle, il y a d'autres points de collecte qui continuent à marcher, qui reçoivent des choses et qui packagent les nouvelles cartons. Au niveau des médicaments, on a à peu près envoyé 800 cartons. Et quand je parle de cartons, c'est un gros truc comme ça. C'est pas juste un petit carton là. Même juste pour blague à part, j'ai vu la première fois dans ma vie, j'ai vu une package de Doliprane avec 10 000 comprimés dedans. J'ai jamais pensé que c'est bien faisable. Oui, c'est bien faisable. Après, on a envoyé à peu près plus que 1000 cartons de nourriture, des 2000 cartons de produits d'hygiène et aussi à peu près des équipements spéciaux, à peu près 900 cartons. Les chiffres, c'est juste 3 points de collecte ici à Paris. Par France, il existe d'autres points de collecte, même il y a des mairies locaux qui s'organisent des choses. Et le but, c'est vraiment de développer un système qui permettra vraiment de faire les collectes automatiques. Ici, je montre un exemple à quoi ça va servir ce système-là, qu'on a trois grosses catégories qui nous permettent vraiment de collecter, de faire les tri. Déjà, la première catégorie, c'est de créer des box, des packages sur lesquels on va tout trier. Le but qu'au démarrage des tri dans la journée, les gens, les responsables des centres de tri, ils pré-créent les catégories nécessaires. Par exemple, si on parle des médicaments pour la tête, les médicaments pour les peaux, etc., etc. Et après, à la moment qu'on fasse des packaging, on va scanner effectivement les codes barres. Et en France, il existe un système, une base de données publique, laquelle on peut utiliser avec toutes les références des codes barres pour détecter à quoi ça sert ces produits-là. Et le but, c'est vraiment d'utiliser une caméra de téléphone pour scanner ces produits, cette Doliprane, et après, le système va dire dans quelle box il faut que tu le ramènes. Ça veut dire qu'on règle 2 problèmes. Déjà, on sait combien on a quantité de chaque item dans chaque box. Ce qui est déjà bien, au minimum, on peut faire une petite système de supply chain, on peut dire comme ça, des grosses mots. Et en même temps, ça aide à les gens qui à la tri, parce que je peux vous donner un exemple. Quand j'ai récupéré ma mère, elle est médecin. Et je l'ai ramené quasi chaque jour dans ce centre de tri pour qu'il puisse aider de traiter des médicaments. Parce que les gens, OK, nous, on sait qu'est-ce que c'est de Doliprane, on sait peut-être qu'est-ce que c'est Tramadol, mais s'il y a des choses un petit peu spéciales, on ne sait pas à quoi ça sert. Et où, dans quelle box on devrait les placer. Et après, le but, c'est d'avoir ce système pour faire aujourd'hui, il faut faire une déclaration douanier, laquelle devrait être accompagnée chaque box, et pour dire exactement à quelle quantité on a chacun, pour que ça puisse rapidement passer à la douane. Mais c'est juste un exemple, je vais pas rentrer vraiment dans les détails des systèmes. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est comment ça fonctionne côté cloud. Alors, déjà, au niveau technologie, on est sur Blazor. Je pense qu'aujourd'hui, sur d'autres channels, vous avez entendu bien les Blazor. Et même pas qu'on est sur Blazor, on est sur une version de Blazor un petit peu spéciale qui s'appelle WebAssembly. Pourquoi ce WebAssembly? Parce que tout est bien protégé. Si vous pouvez voir qu'en face de notre application, l'application web, on a une Azure Founder qui joue le rôle de Web Application Firewall. C'est un service qui permet vraiment de protéger
de protéger l'application. Ici, on utilise des Blazor sur le fond des serveurs rendering engine. Ça ne va pas fonctionner avec Fronder. Parce qu'en fait, derrière Service-Side Rendering, il utilise des WebSockets. WebSockets pas supportés par Fronder, malheureusement. Et si on veut vraiment profiter de la sécurité au maximal, et ça, c'est un exemple d'utilisation de Web Application Firewall as a Service, on devrait obligé de faire vraiment une front statique pour que ça puisse partir à travers Fronder. Et pourquoi on met tout ce projet-là? En fait, c'est un petit peu, même au niveau des constructions d'architecture, on peut dire que c'est un petit peu overkill, mais on se protège très, très bien par rapport des DDoS, parce que tout ce que j'ai vu, malheureusement, je n'ai pas les droits de dire sur tous les projets lesquels on a participé, mais on a vu beaucoup de DDoS des côtés russes, vraiment sur toute l'infrastructure qui contient une mot Ukraine. Surtout. Et c'est vraiment horrible tout ce qui se passe et combien d'argent la Russie dépense vraiment pour on peut dire, attaquer les serveurs, des petits serveurs AD locales d'entreprise qui fassent juste une livraison de quelque chose. C'est incroyable, franchement. Alors, après, on a fait une identification un petit peu spéciale. Tous nos utilisateurs sont stockés dans un service qui s'appelle Azure Active Directory Business to Customer. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que ce service-là, elle garantit pour nous que c'est une base de données de nos utilisateurs. Et en plus, ça garantit que l'identification sera bien passée. En fait, je déporte ma responsabilité en tant que développeur pour garantir les meilleures sécurités au niveau de l'identification possible pour les services. D'où cet accélérateur cloud, il me donne cette possibilité. Et derrière, j'ai une base tout simple, SQL, que l'on est tous connus, avec laquelle on a tous travaillé, mais sauf que les connecter avec une manière un petit peu spéciale. Derrière, on utilise une private endpoint pour garantir que notre API puisse accéder à cet SQL. Depuis externe, depuis le réseau Internet, on n'est même pas possible d'accéder à cette base-là. Et même, ça rajoute un truc un petit peu spécial, que si on veut faire des migrations dans les bases de données, quand on développe de notre code de la base de données, on est obligé vraiment de livrer cette migration à côté comme un package séparé et l'exécuter pendant le processus de continuous delivery. Pour que, par exemple, si on a changé les schémas de la base pour les ramener au meilleur moment. Après, qu'est-ce que je veux vraiment détailler, c'est les parties Easy House. Est-ce qu'il y a dans les salles quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est Easy House? Alors, c'est un truc un petit peu spécial dans Azure qui existe dans le cadre d'une app service qui vous permettre carrément de déléguer authentification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'écrire une code dans notre application, de vérifier est-ce que tu es authentifié ou pas. Tout est pris en charge par l'application elle-même. Comment ça fonctionne? J'ai rajouté une schéma un petit peu complexe, mais ce qu'il faut toujours garder dans les têtes, EasyHouse, c'est une DLL qui est injectée directement par App Service et toutes les requêtes, avant qu'on passe vers notre code custom qu'on a développé dans l'application, il va être servi par cette DLL-là. En fait, par définition, si tu n'as pas un mot de passe, si tu n'as pas identifié, tu ne vas jamais arriver jusqu'à la code. Et c'était aussi une choix laquelle on a pris. Ça rajoute une grosse complexité au niveau développement. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Mais ça nous donne possibilité de vraiment dire qu'on s'en fout qui tu es, mais si tu n'es pas identifié, tu ne vas pas entrer dans l'application. Et toute cette responsabilité, elle est côté Microsoft, elle est côté ce service. C'est une SLA qui est fournie par les services qui s'appellent App Service. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un point complexité? En fait, c'est cookies. Ça reste toujours des cookies. Les cookies, c'est des claims d'identification. Comment tu peux gérer ces claims-là après dans ton code-là? En fait, qu'est-ce qui se passe? Que EasyHouse, il expose directement dans le runtime de son exécution un certain nombre de clés qui permettent après de comprendre qui tu es, qui est ton utilisateur et de travailler avec. Et depuis notre code de l'application, on puisse accéder à cette claims-là, d'obtenir les informations de l'utilisateur qui est connecté. Ça veut dire que notre application, ils ne savent pas par définition qui tu es, mais en accédant des Secure Store qui est disponible directement dans App Service, dans le runtime, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et d'où l'intérêt d'utiliser. Mais ça veut dire qu'en même temps, que c'est quasi impossible de tester tout ça en local. Parce qu'en local, évidemment, on n'a pas cette DLL, on n'a pas cette service, et si on a besoin de débugger quelque chose, on devrait rajouter des mockups au niveau de développement.
Et d'où il y a cette petite complexité. Alors, maintenant, pour développement, comme c'est une Blazor, et en plus, comme c'est une .NET, et en plus, c'est une .NET Core, tout est bien dockerisable dans un container Docker. Et même pour un développement local, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé 3 templates qui contiennent les configurations différentes parce qu'à peu près aujourd'hui, sur les projets, ils bossent en parallèle à peu près 20 développeurs. Le projet est assez énorme. Notre partie, nous, on développe une partie pour point collect. Il y a d'autres équipes qui développent une partie pour distribution de tout ce qui était arrivé à l'Ukraine et distribution entre les gens civils. Et on a 2 scénarios qui nous permettent de développer et vraiment de travailler avec des API. Un scénario qui permet de que lancer des dependencies de notre solution et vraiment de développer une API en local, de ne pas développer front. Après, le deuxième, on peut développer on peut utiliser Immutable API pour développer les tests, parce qu'évidemment, on fait les tests et des API sans test. Ou troisième solution, c'est c'est Immutable API et on développe vraiment des Blazor en local. Ces trois templates de car, il est partagé directement dans les repositories des solutions. Mais s'il nous reste des tombes, je vais vous montrer. Et en bas, je vais vous montrer un petit morceau de backlog, mais sauf qu'avec des lumières, c'est quasi impossible de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je peux vous dire, il y a beaucoup de tâches. Et pour tout ce projet-là, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec. GitHub a lancé un outillage qui permet vraiment de gérer les projets. En sens direct, on peut gérer les projets comme on gère, par exemple, dans Azure DevOps ou dans Jira ou même dans Confluence et Redmine. En fait, on a un outil mais qui est fait par GitHub sur lequel on peut gérer notre projet, de faire les descriptions des user stories, de faire les plannings des sprints, etc. Et tout est géré là-bas. Et toutes les descriptions, elles sont là-bas. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais passer sur deuxième scénario, c'est la migration d'une entreprise des machineries lourdes. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant de cette migration, cette entreprise, avant cette guerre, c'était à peu près quasi 600 collaborateurs. Ce n'est pas une petite entreprise. On ne peut pas dire que c'est juste une petite boulangerie à côté. Ça veut dire que derrière, on a une grosse parc informatique laquelle il faut gérer. Quand je parle de grosse parc informatique, on devrait comprendre que cette entreprise, il avait full cycle de vie des projets. À partir de R&D, ça veut dire que quand je développe ma pièce, et quand je parle de ma pièce technique, etc., jusqu'à la production et toutes les étapes de production, et jusqu'à vraiment de support cette pièce-là. C'est une entreprise assez complexe, assez grande. Et en fait, pour vous donner un petit peu à quoi ça sert, je ne sais pas si ça va se voir. Alors, voilà. C'est des grosses pièces mécaniques qui se développent là-bas et c'est une taille par un bâtiment de ces pièces-là. Et c'était avant, et maintenant, c'est pendant la guerre. J'ai réussi à obtenir quelques photos, mais on peut voir que quasi tout détruit. En fait, il n'y a quasi rien qui est resté sur l'espace de cette usine-là. C'est un petit peu horrible, mais nous, en tant que technique, voilà. Je pense que ce serait mieux voir. On peut mieux voir. Oui, ça fait peur. Ça carrément fait peur. Et en plus, le plus pire que les gens qui même ils ont envoyé des missiles là-bas. Je peux pas dire, mais désolé, peut-être ça va être un petit peu fort, mais vraiment l'armée russe, ils volent en fait tous les équipements carrément qui sont installés là-bas, qui sont normaux, ils volent tout. Je ne comprends pas que la Russie, il n'y a pas de mécanismes qui permettent vraiment de travailler avec du métal. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? On avait au départ, plus de 10 Tera de backup de toute leur infrastructure. C'est quand même costaud. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont réussi à récupérer ces 10 Tera juste 2 jours avant la guerre. Tous les backups sont été synchronisés, mais comment il était synchronisé? Il était synchronisé avec Google Drive. Déjà, je veux donner... Non, ce n'est pas une blague. Carrément, c'était synchronisé avec une Google Drive. Et déjà, c'était le premier challenge, comment tu puisses récupérer 10 Tera de Google Drive. Parce que déjà, envoyer les données dans Google Drive, c'est bien faisable, mais récupérer, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que déjà, tu t'es limité combien de terabytes par jour tu peux télécharger. Et pour être très, très concrète, on peut télécharger depuis Google à peu près 750 gigas par jour, pas plus. Et même, la vitesse de téléchargement
maximum lesquels je puisse avoir, avec tous les réseaux possibles, avec des grosses machines virtuelles dans Azure, avec une accelerated networking dans Azure, pour obtenir le plus gros canal de téléchargement, j'étais à 30 mégas par seconde. C'était encore un sketch. Même, alors, j'ai réussi déjà, aujourd'hui, je... Google Cloud Engine, donc c'est concurrent. Tu vois, pour être très honnête, j'ai essayé de faire avec machine virtuelle dans GCP, ça n'a pas fonctionné mieux. Parce que c'est API derrière. Et qu'est-ce qui était compliqué? Même aujourd'hui, j'ai téléchargé que 9 Tera. À peu près 1 Tera, il reste à télécharger parce que chaque jour, je télécharge une portion, etc. Mais bref, malheureusement, je n'ai pas fait les actions avant. Je ne savais pas qu'elles sont synchronisées dans Google Drive. Si j'étais consulté avant, évidemment, je n'avais jamais conseillé d'envoyer les backups dans Google Drive. Mais bref, la vie est compliquée. On devrait trouver les solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On a déjà fait les listes les plus grosses machines virtuelles qui sont en besoin aujourd'hui. Et surtout, cette machine, ils ont besoin de machines pour gérer vraiment leur ERP, pour payer les gens, etc. C'était les premières demandes. Qu'est-ce qu'on a premier restauré dans les clouds? Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, il y a une application rouge qui était utilisée pour paiement les gens, pour les factures, évidemment, dans une entreprise ukrainienne, mais en même temps, qu'est-ce que je peux dire que Mariupol, jusqu'à 2014, c'était une ville pro-russe. À partir de 2014, il était parti, c'était ville pro-ukrainienne. Mais bref, historique, c'est historique. Et cette machine, elle était hackée dans les premières 15 minutes quand elle était lancée dans Azure. Elle était lancée avec une IP publique, évidemment, pour qu'on puisse connecter au minimum par RDP. Dans 15 minutes, il était hacké. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, etc. Mais heureusement que je puisse faire rollback. J'ai reconstruit tout, j'ai créé un réseau et j'ai bien séparé j'ai fait bien chaque sous-réseau nécessaire. Déjà, j'ai fait un sous-réseau dédié pour Active Directory pour vraiment être sûr que Active Directory il est dans une seule sous-réseau qui était bloqué carrément. Il n'y a aucune d'autres interactions avec d'autres services qui est autorisé qu'avec AD, c'est tout. Après, il y a des subnets avec d'autres machines virtuelles. Après, il y a des subnets pour le service PaaS, parce qu'on utilise, par exemple, une machine qui était une grosse file share qui était 1 Tera, je l'ai migré sur Azure Files, parce que ce n'est pas la peine de garder une machine virtuelle pour qu'on puisse, on a à peu près les mêmes services dans les clouds qui nous permettent de faire ça au niveau des PaaS, et je n'ai pas besoin de gérer des machines en plus. Et dernière, c'était une gateway subnet pour garantir au minimum connectivité par VPN. On ne parle pas d'ExpressRoute, parce que tous les utilisateurs sont connectés depuis d'autres bouts du monde, parce que les gens sont partis, les gens sont évacués. Ici, ce n'était pas la peine de faire vraiment des configurations, une ExpressRoute de data center à data center. C'était une gateway subnet pour juste une VPN gateway qui est là, en fait, qui joue le rôle de point to site, pour que l'utilisateur à distance puisse se connecter à la réseau. Ce qu'il faut aussi savoir que les configurations de VPN Gateway, elle est un peu spéciale. Derrière, j'ai une custom tenant Azure AD qui était fait pour cette entreprise-là. Et l'identification dans le VPN, elle se fait à travers les comptes utilisateurs qui se trouvent dans Azure AD. Et dernière, peut-être les choses les plus importantes, ce que je mis, c'est effectivement Recovery Vault. Initialement, cette entreprise était sur Vim Backup. En fait, c'est une solution qui permet de gérer les backups. Et comme tout dans leur data center, ce n'était pas un data center, c'était une chambre à serveur, on peut dire comme ça, mais avec beaucoup de machines. En fait, elles ont tout géré avec du Vim. Mais je n'ai pas vu l'intérêt. Oui, j'ai récupéré tout leur backup en Vim, je les restauré dans le cloud, mais après, derrière, j'ai utilisé les trucs au maximum plus simple pour que ce sera natif au cloud Azure, c'est de faire Azure Site Recovery pour le refaire. Et peut-être un autre truc plus important, cette dernière bonus, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je ne veux pas qu'on rentre dans de gros débats. Après, je reste là pour répondre à toutes vos questions. C'est une chatbot pour aider à service militaire. C'est une chatbot qui travaille à travers du Telegram, laquelle on peut accéder. Vous pouvez utiliser ce nom-là, mais juste attention, merci de ne pas spammer parce que après, c'est à moi de nettoyer tous les spams lesquels vont arriver dans cette chatbot-là. Et le but de cette chatbot, c'est vraiment de récupérer les informations nécessaires pour approvisionnement d'une unité militaire et de les garder dans une table Excel qui est dans une SharePoint de département. Et derrière, tout était très, très simple. Le schéma est très, très,
très classique et très facile. On a une bot service qui contient les codes. Et d'ailleurs, qui contient les codes, on n'a quasi pas de code. Tout était développé avec un truc qui s'appelle Azure Bot Composer. C'est une sorte de drag and drop pour développer un chatbot, un petit peu technique, qui est un petit peu facile, qui permet de vraiment rapidement déconstruire les chatbots. Après, il est déployé sur Azure Function. Et derrière, pour ne pas gérer toute cette histoire avec des connectivités SharePoint, etc., on est passé par Logic App pour connecter directement avec un document Excel. Voilà. Et juste pour vous donner juste une question là. Oui. Est-ce que vous avez pensé à mettre de l'analyse d'intelligence artificielle sur les données de Telegram ou juste verser bot aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était que les bots parce que, en fait, je l'ai développé dans le 4e jour de guerre. Il était développé dans 3 ou 4 heures en total, juste pour rapidement pour donner quelque chose parce que les gens étaient avec un gros problème. Ici, je vous montre juste un screenshot comment elle était développée. Vous voyez, il y a des blocs qui begin dialogue, des rentrées dans les dialogues. Ici, on peut faire des actions, etc. C'est un peu technique, mais aujourd'hui, ça fonctionne. J'ai pas eu, oui, de temps en temps, je nettoie des spams, mais sauf qu'aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas de temps disponible pour vraiment de rajouter une intelligence artificielle. Et en plus, l'intelligence artificielle, ça fonctionne très, très bien avec l'anglais, avec français, mais avec ukrainien. C'est une autre histoire. Déjà, avec des langues, on peut dire cyrillique, ça fonctionne un petit peu compliqué. Mais on a une bonne progression cognitive services, elle commence à comprendre l'ukrainien. Mais ça va prendre du temps. Alors, et pour résumer tout ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire tous? Alors, j'ai créé 2-3 slides, comment on peut aider. Alors, la première chose, qu'est-ce que j'ai fait moi-même? Je peux vous dire qu'à peu près 60% de ma salaire mensuel, j'envoie pour le don. Tout ce que je reçois comme le salaire, je garde pour moi 40% juste pour vivre, etc., pour payer l'appart. Mais le premier truc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vraiment aider. Ici, j'ai donné au minimum 2 liens. Il y a une lien de Banque nationale de l'Ukraine qui est lancée, qui est ouverte. On peut envoyer des dons là-bas. Le deuxième fonds avec lequel on travaille, c'est d'où j'ai pris ce chiffre, 20 millions de dollars. C'est une des plus grosses fondations de soutien aux forces armées ukrainiennes qui s'appelle Comeback Alive. Vraiment, on connaît ces gens-là, ils ont fait pas mal de choses très, très cool. Quand je dis très, très cool, ils ont même réussi à acheter des voitures équipées et préparées pour la guerre. Je ne sais pas comment, mais les gens ont réussi. Deuxième, c'est en France. Ici, même à Paris, il y a 3 points de collecte. Qu'est-ce que je dis? Des plasts, des scouts ukrainiens de France. Il y a une qui est à côté à Learning Planning Institute, c'est à Viruchar, quelque chose comme ça, c'est pas très loin. Après, il y a des locaux de l'église orthodoxe ukrainienne et à Chelles-les-Marchés. C'est au niveau des dons. Maintenant, au niveau technique un petit peu, comment nous, en tant que communauté, on peut aider? Vous pouvez vous-même participer dans tous les projets. Par exemple, j'ai cité au minimum 3 projets. Les premières, c'était un développement RP. Si vous êtes intéressé, je peux vous rajouter dans les équipes. On a chaque jour une daily à 9 heures. Si ça vous intéresse de vraiment contribuer dans un projet en tant que développeur, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans Azure GFR. Je peux vous donner les accès à Repo GitHub. Oui, pour l'instant, elle est privée, mais dans tous les cas, un petit peu plus tard, dès qu'on va livrer deuxième version, ça va sortir complètement dans open source. Ça, c'est le premier truc. Après, des migrations, si vous êtes intéressé, si vous voulez vraiment des plongées dans migration pure, et si vous êtes plus que IT pro que des développeurs, on migre pro bono tous les entreprises qui sont intéressées de migrer dans les clouds. Et même aujourd'hui, Microsoft a lancé une belle initiative. Il donne aussi des ingénieurs côté Microsoft et aussi il donne des consommations qui permettent vraiment aux entreprises qui sont sous bombardement de démarrer assez rapidement dans les clouds. Et le dernier truc, si vous êtes par hasard un contributeur dans un projet open source, vous pouvez rajouter une petite bannière dans vos projets open source. Je laisse ici les liens. Et aussi de participer, il y a à peu près une grosse liste des projets ukrainiens qui se fait actuellement. Il y a d'autres initiatives, il y a beaucoup d'initiatives autour du monde des développeurs. Qu'est-ce que j'ai ressenti depuis les premiers jours de guerre? C'était un des
C'était une effect wow. J'ai reçu des appels, mon téléphone portable, il est quasi n'arrêtait pas. Tout le monde m'appelait, comment je peux aider. Et quantité d'aide laquelle on a reçu, c'est wow. Et qu'est-ce que je peux dire que merci à tout le monde qui aide et merci parce que grâce à ça, on peut vraiment arrêter ce ennemi et vraiment arrêter cette guerre-là. Peut-être j'ai pas de temps, je pense que... Oui, pile poil, ok. Merci beaucoup d'être avec moi. Je vais inviter tout le monde à ZUGFR. Sur un slide générique. Oui, c'est ce que je veux faire. Et peut-être, juste avant de démarrer la clôture, en vrai, un mot à dire sur la session de clôture. C'est, je ne sais pas vous, c'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose de bien séparé de notre activité. Donc on est apolitique, c'est très clair. Mais personnellement, moi, je suis roumain d'origine. Je suis vraiment très ému de ce qui se passe. Et sachez que c'est ce qui se passe, c'est quelque chose de vrai, même si vous vivez en France, on est vraiment dans un contexte européen et ça nous affecte tous. Donc, si vous pensez avoir des moyens et une opportunité d'aider, sachez que ça va nous aider tous ensemble, pas demain matin peut-être, mais dans quelques temps. C'est ce que vous faites aujourd'hui compte pour demain. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Et si tu as allumé la lumière. Peut-être juste dès que les lumières s'allument, je vais rajouter une chose. Moi, je remercie vraiment à l'équipe ZUGFR parce que, évidemment, quand j'ai arrivé, j'étais à l'étranger et mon français même était plus horrible qu'aujourd'hui. C'était les premières choses. Et deuxième chose, en fait, ensemble, on peut construire vraiment le futur qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa. Et aujourd'hui, effectivement, c'est les tomes qui nous donnent et on a tous les moyens pour les construire. Cédric, tu veux nous rejoindre? C'est pour ton bien. On fait de la culture, la culture, il faut que tu sois immortalisé en vidéo. C'est pour être immortalisé. Donc, ça a été une longue journée, mais je pense que ça a été une très belle journée, très riche, vraiment. On a vu des très belles sessions. Tout s'est très bien déroulé. D'ailleurs, on a eu une bonne logistique. Un peu de décalage de session, mais on a très bien rattrapé, on s'est bien débrouillé. Et puis, franchement, ça a été un plaisir de vous revoir tous et de se revoir nous-mêmes. On ne s'est pas rencontrés depuis longtemps. D'ailleurs, on espère qu'on reste quelques minutes pour boire une bière, peut-être juste après. Juste à côté. Voilà. Remerciements particuliers aux speakers qui ont fait un effort important et qui ont fait des présentations de qualité. Donc, les applaudir. Ouais, et vraiment. Ouais. Et puis, je vous laisse compléter vous-même pour ne pas monopoliser la parole. Pareil, merci à tous, merci aux speakers, merci aux participants d'être venus. C'est pas facile de refaire des événements présentiels aujourd'hui. Merci, c'est mon bon final. Peut-être juste un mot sur la suite. Pour la suite. Déjà, on va se voir l'année prochaine. Déjà, on se voit dans un an. Pour la suite, c'est les meet-up, quoi. Et puis, pour la suite, c'est les meet-up. Effectivement, nous avons déjà en plan meet-up pour juin. Avant juin. Il ne faut pas oublier Microsoft Build. Oui, qui arrive dans 2 semaines. Oui, 24 et 25. On sera sur le stand communauté de Build Microsoft France, chez Microsoft France. Chez Microsoft France. Ouais, exactement. Microsoft France, en plus, ici les Mouillots. Exactement. Donc, l'événement Build reste virtuel. Donc, c'est un événement en ligne, comme les dernières années. Mais, particulièrement cette année, on commence à être en présentiel avec justement cette projection chez Microsoft France. On sera dans le stand communauté et il y aura plein de sessions, y compris de la part de Microsoft, de notre part, des workshops, donc le 24 et le 25 en particulier. Et puis, l'après-midi, le soir, vous pouvez suivre les sessions. Il y a les keynotes qui sont en ligne et tout ça. Donc, soyez là, ça serait super. Ça, c'est pour mai. C'est pour mai. Après, pour juin, on a un meet-up
meet-up prévu. Oui, exactement. On n'a pas encore la date, mais. On n'a pas planifié encore, mais on a discuté avec une entreprise déjà qui va nous héberger. Et on a aussi du coup un autre meet-up prévu pour la Septembre. rentrée prochaine. Exactement. En septembre, on a un autre client. Donc, fait juste la petite pause d'été. Question à se poser, est-ce que ça mérite de se voir en juillet? On se pose un On peu. fera l'apéro d'été, comment vous avez l'habitude? Oui, c'est une bonne question. Peut-être pas. Peut-être. Vous êtes sage. Peut-être ça, Exactement. Donc, si vos entreprises sont intéressées de se remettre au modèle Meetup, je pense que c'est intéressant. Nous sommes ouverts pour un sponsoring parce que, vous voyez ce qu'on a eu là, ESGI, encore une fois, absolument génial. C'est important de le dire, effectivement. On est tous bénévoles, là, même si effectivement on a tous des métiers. Voilà, Exactement. Donc, ça, là, on essaie tous de façon bénévole et c'est une association exactement. qui paye les pizzas. En fait. Exact. On En vit fait, ouais. pour être très transparent, moitié, ça a été assuré par l'école, donc l'école qui a contribué pour les pizzas, et avec les locaux, et même si vous vous souvenez bien, Gamal est venu avec sa famille, son épouse et son fils. C'est eux qui nous ont aidés à prendre le déjeuner. Donc ça, c'est très, très sympa. Et de l'autre côté, nous avons financé par le petit argent qu'on a dans le compte du sponsoring qu'on avait avant, on a financé le reste des boissons et tout ce qui s'est passé, le café, tout ça. Donc, pour dire qu'on est en mode communautaire et pour le reste à venir, on aura probablement besoin d'un nouveau financement, donc sponsoring ouvert. Donc, voilà un peu les activités. On commence à se remettre en route. Je pense qu'on est tous enthousiastes qu'on sort de ce Covid fou. Et avec Covid et sans Covid, on s'en fout, nous, on y va.